Bonjour et bienvenue dans l'univers de l'artistologie, le podcast qui part au cœur de l'humanité dans le but d'élargir notre vision de l'existence et d'observer l'impact de l'artiste dans le monde. Je suis Malou Moulis, artistologue et auteur du livre Ma vie est un labo et la vôtre aussi, et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. No, I'm not a writer. Okay. C'est l'histoire d'une meuf. Vous la connaissez ? Non seulement c'est la reine du m'en fous m'en tape, une punchline super connue aujourd'hui, elle en a même fait une méditation sur YouTube que je vous invite fortement à écouter. C'est pour votre bien-être, c'est vous qui voyez, mais mon petit doigt me dit que vous allez quand même un petit peu kiffer. Et en plus, c'est une femme exceptionnelle qu'on aime ou qu'on déteste, et ça j'adore. Quoi qu'il advienne, lorsqu'Alice est là, il se passe toujours quelque chose en nous. Elle nous apprend des trucs, elle est coach, auteure et conférencière en mode stand-up, d'où sa particularité, et en plus c'est la spécialiste de la vulnérabilité, bref, elle est pro, humaine, et son humour décoiffe, dérange aussi parfois, il faut bien le dire, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, car elle a le mérite d'être elle-même. Il s'agit d'Alice Cara, c'est mon invitée, coucou Alice. Coucou Malou. Quelle jolie présentation. Ouais, hein Ouais, non mais j'adore. Comment tu vas ? Bah écoute, je vais très bien, t'es là. Oh, t'es mignonne. Ouais, on va passer un bon moment, en tout cas j'espère. Et puis les auditeurs vont te découvrir, non pas comme moi je te connais, parce que on se connaît depuis un petit moment, un peu plus dans l'intimité, mais on va quand même essayer de rentrer dans l'être profond d'Alice Cara. Oui, en même temps, c'est pas comme s'il y en avait deux. Alice est multiple toutefois. Bah, comme dirait Christine and the Queens, il y a une citation qui m'a, moi, libérée de plein de trucs. C'est sur scène ou dans n'importe quelle situation où je suis supposée être une personne publique, eh bien je suis la personne, la version de moi que je choisis. Donc du coup je suis la personne que moi je choisis sur le moment, à l'instant T, et avec toi je suis plutôt cool. T'es toi pleinement, j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois, enfin on en parle souvent, Alice est quelqu'un de multiple potentiel, hein, ça a été d'ailleurs quelque chose... Le bordel. Ouais, je sais de quoi tu parles. Et puis du coup, elle a utilisé toutes ses casquettes pour faire ses accompagnements. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené vers l'accompagnement ? Je crois que je ne m'y suis pas amenée en fait. C'était juste une évidence. J'ai commencé ma vie, j'ai fait des études de psychologie. Je voulais faire artiste à la base. Je voulais être chanteuse, faire du théâtre et tout, être, tu sais, comme on disait à l'époque, être star, tu vois. Ouais. Et j'ai fait un paquet de castings pour essayer de réussir, entre guillemets, tu vois, dans le métier, et ce qu'on briguait tous à l'époque. Il y a 25 ans, c'était la télévision. Ouais. Les débuts de la télé-réalité, tout ça. Donc, oui, parce qu'on est vieille, faut le savoir. Voilà, un tout petit peu. Légèrement, tu vois. Moi, je suis blonde, on voit pas mes cheveux blancs. Donc j'ai cet avantage-là. Je suis désolée pour toi, Malou, mais bon. C'est pas vrai, je vois pas du tout de quoi tu parles. Heureusement, en podcast, personne ne voit. Non, ça c'est l'avantage. Et donc, de casting en casting, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment pour moi. Et puis à chaque fois, les directeurs de casting, etc., me donnaient des excuses qui n'étaient pas valables. Soit j'étais pas assez à la mode, soit j'étais trop enrobée pour voilà, les choses, ou je chantais trop bien, ou il y avait toujours quelque chose. Et donc, j'étais blasée à un moment donné, et du coup j'ai dit je vais faire autre chose, et je suis partie bosser. J'ai bossé dans une entreprise, tu vois, un grand service de téléphone, et puis j'ai tenu 3 ans et demi quand même, tu vois, je me suis fait violence pour le coup, et puis je me suis rendu compte que non, c'était pas pour moi en fait, donc j'en suis venue à vouloir créer une école des arts de la scène, pour rester toujours dans ce truc, tu vois, d'artiste, mais l'idée c'était vraiment d'accompagner les autres. Ouais. Non pas de moi être devant la caméra ou sur scène, mais j'avais besoin de prendre du recul, et avec
toute l'expérience que j'avais accumulée à l'époque, j'ai fait quand même 15 ans de théâtre, une école de théâtre, etc., j'avais vraiment envie de transmettre quelque chose et d'aider les autres à briller. Et tout naturellement, j'en suis venue ensuite au dev perso. J'ai fait des études de psycho, donc du coup j'ai eu envie de mixer tout ça, de mettre ça dans un shaker et de créer mon propre truc à moi. Donc, Ta propre sauce. Exactement. Donc ça a fait un gloubi-boulga bien pourri au départ et puis finalement ça commence à prendre forme, tu vois. Oui, mais d'ailleurs c'est quelque chose qui est assez compliqué quand on est multiple comme ça. Alors pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que dès qu'on prend notre existence en main, on se rend compte à quel point on est multipotentiel. Et que tout est possible, puisqu'on est des êtres humains complets, d'où le fait qu'on soit tous des artistes. C'est sûr que si on suit un modèle, on prend juste un petit trait de caractère, une personnalité, et puis on reste dedans. Et donc, quand on a accès à cette multipotentialité-là, c'est extrêmement compliqué pour trouver sa place dans une société qui nous demande de prendre une place précise, définie et qui bouge plus. Qui le dit-tu ? Donc ça a été compliqué, parce que même dans le secteur artistique, de ce que tu dis, finalement... Ce qui t'a dérangé, c'est qu'on veuille t'enfermer au lieu de te laisser libre d'être toi et d'aller visiter tout ça. Et encore plus à cette époque-là, j'imagine, arrête-moi si je me trompe, mais à cette époque-là, le secteur artistique, il fallait que tu choisisses soit chanteuse, soit théâtre, soit tout ça. Tu pouvais pas trop mélanger à l'époque. D'une part, on ne pouvait pas mélanger, et deuxièmement, il y avait aussi le fait qu'ils cherchaient tous des catégories d'artistes. Ouais. C'était le milieu, les chanteuses à voix venaient juste de faire un carton, il y en avait partout, et donc il fallait, ils cherchaient autre chose, tu vois, ils cherchaient autre chose. Ça a été le moment où il y a eu l'avènement de Carla Bruni, Zazie aussi, tu vois, donc des artistes qui commençaient à être moins axés sur les vocalisations. Donc moi j'arrivais en tant que chanteuse un peu à voix, à texte, donc déjà... et les performances vocales et les textes engagés ou en tout cas des textes qui racontent quelque chose, c'était pas possible de faire les deux en même temps. Et j'avais une personnalité qui ne rentrait pas dans les cases, c'est-à-dire que j'arrivais en tailleur, Ah bon ? le lendemain, en tailleur, talon, tu vois, donc et du coup c'était, je le reconnais moi-même, c'était too much. Tu vois, donc c'était vraiment... En fait, t'avais trop d'identité artistique, finalement. Voilà. Ouais. À une époque tu rentrais où pas dans on ne voulait que des artistes qui soient commercialisables très rapidement. Oui, ouais. On ne laissait pas du temps aux artistes de se développer ou de trouver leur identité. Et quand tu arrives avec une identité qui te correspond, certes, mais ne correspond pas à ce qui se vend sur le moment, j'étais pas dans les cases, quoi. Donc... C'est toute la différence entre l'aspect commercial de l'art et la vérité de l'artiste, finalement. Disons que ce qui différencie un artiste d'un entrepreneur, c'est tout simplement que l'entrepreneur, lui, il va trouver un produit à vendre. L'artiste, lui, il crée un truc et il essaye de se démerder à le vendre tel qu'il est. Ouais. Donc c'est vraiment tout le positionnement qui est complètement différent. À savoir que quand tu dois vendre une machine à laver, t'as la machine à laver, elle a des caractéristiques, etc. Tu n'attends pas à ce que le client ait un coup de cœur. Et pourtant... Tu vends ton truc tel qu'il est. Et oui. Voilà. Et c'est là les pubs essayent de faire un coup de cœur. Et c'est là où on se trompe. Ah mais carrément. Mais carrément. D'où le fait de prendre l'artiste, même dans sa manière d'entreprendre, même dans sa manière de... Parce que du coup, il y a une singularité... Et du coup, une rareté. On aime ce qu'on achète pour le produit, oui, mais aussi pour l'identité du produit. Quand tu achètes quelque chose, une création artistique, c'est une pièce unique. Tout à fait. Quand tu achètes un Mac, il y en a plein. Mais pareil, tu vois. T'achètes un tableau en Van Gogh, il y en a qu'un. Ouais. Tu vois. Ou alors, c'est des reproductions. Chez Apple, par exemple, tu peux pas acheter le Mac initial. Ouais, mais il y a quand même cette rareté. Enfin, il s'appuie quand même. C'est un positionnement stratégique et marketing. C'est-à-dire que ils ne vendent pas un Mac, ils vendent ce que tu peux faire avec et l'identité que tu as une fois que tu as un Mac. C'est-à-dire que c'est cool quand t'es gents, t'es hipster, t'as un Mac sous le truc, tu vas boire un truc chez Starbucks, t'as un Mac, t'es
complètement raccord avec la... T'es complètement dans le move, quoi. Complètement. Voilà, moi j'arrive avec mon PC parce que je suis anti-Mac, tu vois. J'arrive, je bois mon café avec mes stickers Jedi, je suis geek, quoi. Je suis estampillé nerd et j'assume complètement, tu vois. Mais on achète souvent des produits parce qu'on veut que ces produits complètent notre identité ou nous servent à montrer qu'on est tel type de personne ou qu'on aime tel type de choses, tu vois. Et quand on achète une création artistique, ça fait aussi un petit peu ça. Ouais. Tu vois, quand je dis, moi, quand j'écoute une chanson de Zazie, par exemple, je me dis, purée, mais pourquoi c'est pas moi qui ai écrit ces paroles, quoi. C'est du génie, tu vois, je me dis, voilà. Et quand je dis j'aime Zazie, ou j'aime Isabelle Boulay, je donne une partie de moi. J'apprends aux autres à connaître une partie de moi, c'est-à-dire que Alice, elle aime Zazie, elle aime Isabelle Boulay, tu vois, c'est des choses, j'aime Malou Boulis, tu vois. C'est qui celle-là ? Je sais pas, je l'aime bien. Et du coup, ça fait aussi partie de moi, tu sais, quand on dit, voilà, moi j'achète telle marque, ça fait partie aussi de notre identité. Quand tu dis, moi je vais faire mes courses chez Leclerc, ou moi je vais faire mes courses chez Aldi ou Lidl, tu vois, ça n'a pas la même connotation. Ouais, donc, je vois tout à fait on ce que fait tu veux partie d'un mouvement et ça reste, tu sais, pour faire mon experte, mais ça joue dans l'idée de se faire accepter aussi par un groupe. Tu vois la différence entre être accueilli ou chercher à se faire accepter. Quand on achète un Mac ou un PC, c'est exactement la même chose. Mais on essaye de se catégoriser dans une certaine classe d'un groupe. En fait, quand on aime, je sais pas moi, les glaces à la fraise, on va aller chercher le groupe Facebook des des gens qui aiment les glaces à la fraise. On va aller chercher les gens qui achètent Apple, machin, tu vois, on va essayer de se faire accepter. Quand tu veux être accepté, tu changes ce que t'es. Donc tu t'obliges à modifier certaines choses en toi pour être accepté par un groupe. L'artiste, lui, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est que on ne se change pas, on est tel qu'on est, et on est accueilli ou non. Ouais, tout à fait. Et peu importe qu'on soit accueilli ou non, on reste soi. Ouais. Et c'est arriver à accepter toute cette dimension de soi, qui dit, ok, il y a des gens qui vont m'aimer, il y a des gens qui m'aimeront pas, et c'est ok. Mais je suis fidèle à qui je suis. Mais je ne modifierai pas ce que je suis intrinsèquement pour plaire à une certaine catégorie de personnes qui, au final, je n'en ai rien à péter, quoi. C'est toute la particularité de l'artiste. Et du coup, c'est dans ce fonctionnement-là où l'artiste, il est lui, en fait. C'est la différence entre fonctionner avec notre personnalité, donc l'ego, auquel cas, qui nous construit en fonction des modèles, en fonction de notre culture, de notre éducation, en tout cas de ce qu'on croit être, et celui qui avance avec l'être, justement. Auquel cas, l'artiste, il est partout. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais l'artiste, il est partout. Il est dans l'entreprise, il entreprend. Ça peut être un businessman, ça peut être un mec qui fait de l'humanitaire, ça peut être un artiste, un chanteur. Moi, je pense qu'à partir du moment où on crée quelque chose, on est artiste. Ouais. Qu'on crée une omelette, ou qu'on crée une déco dans son appart, tu vois, ou qu'on crée un enfant. Mais oui, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. On façonne quelque chose parce qu'on a envie de créer quelque chose. Donc, avec qui on est, en fait, c'est ça, profondément. Ouais. Tu rentres chez quelqu'un, tu vas pouvoir apprécier ce qu'il est aussi en voyant sa déco, tu vois. J'ai un mur bleu, voilà, ça montre aussi une partie de moi. Alors justement, la petite Alice est toujours là, puisque tu as gardé la geek au fond de toi, tu ne l'as jamais perdue, tu adores Star Wars, les enseignements de Maître Yoda. Ouais, carrément. Tu aimes créer et puis rire aussi, en tout cas tu as toujours créé. Ta maison, c'est un peu la scène aussi, tu as fait du chant, du théâtre comme tu l'as dit, du stand-up. Est-ce que tu te sens profondément artiste ? Et en quoi les outils artistiques t'ont aidé à dépasser des choses en tant qu'enfant? Alors, je sais pas si à l'époque j'avais la présence, tu vois, de dire je suis une artiste ou quoi, mais j'ai toujours eu l'appel de la scène, l'appel de la création. Je suis partie très très vite en école de théâtre,
Tu vois, j'ai fait un bac art dramatique, cinéma, musique. Donc, du coup, il y avait déjà les 3 dimensions en moi, tu vois. Donc, faire les vidéos, tout ça. Alors qu'à l'époque, personne... Enfin, YouTube, ça n'existait pas, hein, tu vois. Les vidéos, c'était juste TF1, tu vois. Donc, du coup, ça n'existait pas. Ou les films. Oui, c'est vrai. Internet n'existait même pas, tu Non. vois. Donc, j'ai fait mes premières scènes, j'avais 4 ans. Ouais. Ma mère était prof de théâtre pour une association de quartier dans un petit village. Et donc, du coup, il manquait des élèves parce que personne voulait faire ça. Ils allaient tous en danse pop, tu vois. Et moi, donc, j'ai fait du théâtre très, très jeune. Et de la chanson aussi, tu vois, les kermesses à l'école, c'était tout le temps moi qui prenais le micro, etc. Alors, ce que ça m'a permis de dépasser, j'ai toujours été une très, très grande traqueuse. C'est-à-dire qu'avant de m'exprimer ou de faire quelque chose, même avant d'allumer, de presser sur REC dans la caméra, j'ai tous mes organes qui se liquéfient, tu vois, je pourrais crever sur ce moment-là. Et le fait de ce que moi j'appelle, alors je vais faire un peu mon Jean-Claude Van Damme, mais c'est un peu show up, tu vois, donc le fait d'y aller, quoi. D'y aller, de prendre son courage à 2 mains, comme on dit en bon français de France, Ouais. et de commencer à s'exprimer, les premiers mots, les premières phrases, les premières notes, tu vois. Ça me prend à peu près 5 minutes, et après c'est bon, je suis dans un état second, je suis partie, tu vois, je peux te faire une impro pendant 3 heures, quoi, sans problème. Et du coup, ça m'a permis d'arriver à être plus, à peut-être oser plus, tu vois, à oser plus, à me lancer peut-être plus vite, même si ça me prend peut-être 2 heures d'oso-coaching avant en me disant oui, vas-y, t'es capable, non, tu vas te planter, tu vas faire de la merde. Qu'est-ce qui t'a tiré justement sur l'aspect scénique alors que t'étais traqueuse ? C'est Qu'est-ce plus qui te fort que permettait moi. justement d'avoir cette audace ? C'est plus fort, ça a toujours été plus fort que moi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai passé la plupart de mes jeunes années à essayer de me planquer dans ma chambre, et avec ces 2 facettes en fait, le côté hyper introverti, où j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'être enfermée, tu vois, vraiment Dans d'être ton monde. avec moi-même, dans mon monde, tu vois, ça c'est la part autiste de moi. Et de l'autre côté, j'ai toujours senti cet appel de il faut que tu ailles sur scène, parce que tu as des trucs à transmettre, que ce soit des émotions ou des apprentissages comme je fais aujourd'hui, ou des enseignements, tu vois, mais toujours ce truc de si t'es pas sur scène, il te manque un truc. Est-ce que t'as pas plutôt la sensation que du coup l'artiste c'est un leader né dans le sens où il fédère, il aime fédérer, il aime justement rassembler, unifier un peu, tu vois, les gens. Forcément. Mm. Forcément. Après, moi, je le vois plus dans le sens où chacun d'entre nous a une parole à apporter au monde, tu vois, un message Ouais. à amener, peu importe le message, hein, on s'en fout au final, hein, chacun a son propre message, peu importe. Le bien le plus précieux qu'on a tous, c'est notre histoire. Et à partir du moment où on prend le temps de raconter nos histoires, si ça peut aider quelqu'un, quelque part même à des milliers de kilomètres, à l'autre bout de la planète, à l'autre bout du monde, eh ben, c'est tout bénef. Donc, C'est une manière de se reconnaître dans l'autre, dans ce partage-là. Carrément. Et puis c'est une manière de rentrer dans l'unité, moi je trouve. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une manière de réunifier un peu l'humanité, quoi, autour d'un truc commun. Carrément, parce que si on a bien tous quelque chose, c'est une histoire. Ouais. Tu vois ? Et je peux pas croire que sur 7 milliards d'êtres humains, il n'y a pas un pélo qui n'a pas vécu exactement la même chose que moi. Ouais. Tu vois ? Dans d'autres circonstances, d'autres manières, qu'il a peut-être pas vécu de la même façon. Mais combien il y a de personnes qui ont divorcé ? Combien il y a de personnes qui ont vécu un deuil ? Combien il y a de personnes qui ont fait un enfant ? Tu vois ? Combien il y a de personnes qui ont vécu un immense bonheur à un moment donné ? Oui, on a tous des choses. Il y a un chiffre, je sais plus d'où ça vient, mais on vit tous les mêmes choses quasiment à 87%. Tout à fait. Et après, tout le reste, ça ressort de l'exceptionnel, tu vois. On n'a peut-être pas tous vécu un déraillement de métro, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ou un crash d'avion. Ok, mais à 87%, on a tous vécu les mêmes choses. Et si on commence à raconter ces choses-là, peu importe la façon dont on les raconte, tu vois, on peut les raconter de manière artistique, sous forme d'un film, sous forme d'une histoire, comme moi je fais, sous forme de musique aussi. Oui, puis ça peut être un leitmotiv aussi de montrer ton entreprise, parce qu'il y a du sens, parce que tu veux œuvrer vers quelque chose aussi. Ouais. Oui, il y a plusieurs dimensions aussi, tu vois. Ouais. C'est pas que aider les gens, mais c'est aussi une façon de mettre une petite pierre à l'édifice, tu vois, d'être le socle pour quelque chose.
si on arrive à être un socle pour quelque chose ou quelqu'un, bah, je pense que c'est plutôt sympa comme vie à vivre, tu vois. Forcément, pour faire ça, il faut se mettre un peu à nu. Il faut pas faire semblant, tu vois. Ah bah oui. Donc, est-ce que ça a été compliqué pour toi, ça, ou parce que le regard de la société, ou en tout cas le fait que ce soit aussi enfermant, où on te demande de prendre une place et pas une autre, le fait qu'on ne nous permette pas dans cette société d'être profondément humain avec tout ce que ça demande, hein, l'experte en vulnérabilité, c'est toi, et je pense que tu le sais suffisamment pour l'avoir retourné dans tous les sens, mais est-ce que ça a été compliqué pour toi de te mettre à nu ou non? Je crois que c'était ma seule façon de faire. Ouais. Pendant très longtemps. Je suis en train de passer les tests pour essayer de voir si je suis autiste Asperger ou non. Et les autistes Asperger n'ont pas de filtre. C'est-à-dire que un truc est bleu, on va te dire c'est bleu. On va te chercher à midi à 14h, tu vois. Donc quand il a fallu me dévoiler sur Internet, j'y suis allée all in. C'est-à-dire qu'à 100%, j'ai fait preuve d'une énorme transparence. Et ça m'a toujours plutôt bien servi. C'est-à-dire que c'est grâce à ça, c'est en racontant ma vie, en fait, exactement comme je la vivais, en me racontant moi, que j'ai atteint des millions. En revanche, c'est après que je me suis rendu compte que tout le monde ne faisait pas comme ça. Et que la norme, surtout dans le dev perso, c'est d'arriver avec des histoires, comme on dit, storytellées. Ouais. C'est-à-dire qu'on bien modifie, ficelé, quoi. Voilà, on modifie son histoire, on la raconte d'une certaine manière, on en fait des caisses, et du coup, ça devient la norme. Et tu parlais de vulnérabilité tout à l'heure, il y a beaucoup de coachs qui se disent, on va faire de la vulnérabilité, et du coup, la norme, c'est de pleurer sur scène, par exemple. Oui, ça, c'est un truc qui m'avait choqué. J'en ai parlé dans un podcast, d'ailleurs. Ouais. Alors, ça m'étonne pas que tu en aies parlé, parce que c'est un truc qui me fait dresser les poils aussi, moi, mais pas dans le bon sens. Et du coup, la norme pour les gens, ils se sont dit, comme c'est des gens qui ont pignon sur rue, les gens se sont dit, les auditeurs ou les spectateurs se sont dit, la vulnérabilité, c'est pleurer. Oui, c'est ça, oui. Alors que c'est tout ce que je prône le contraire. C'est-à-dire que la vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse. C'est ce qui vient juste avant le courage. Alors, on peut pleurer dans ce moment-là, mais pas être que. vrai, c'est ça surtout. Voilà, c'est avant tout de l'authenticité. Ouais. Et quand je me suis rendu compte que moi, j'y allais à fond, de manière hyper authentique, et que de toute façon, je m'étais jamais posé la question est-ce qu'il faut être authentique ou pas, parce que je n'ai jamais fait autre chose. Là, j'ai commencé à me poser la question. C'est-à-dire qu'on m'a dit ouais, tu fais ta conférence sur la vulnérabilité, tu pleures pas. Il faudrait que tu pleures, Alice. Il faudrait que tu te mouilles. Déjà, je raconte des histoires de honte. Tu vois, la pire honte de ma vie, un moment où quand j'étais gamine, j'oubliais de mettre ma culotte à l'école, tu vois, donc c'était vraiment, en termes de vulnérabilité, on y va, quoi. Même si c'est en rapport avec le passé que j'ai traversé cette histoire, ça me rend plus tellement vulnérable sur le moment de la raconter, surtout qu'en plus, je la raconte à chaque conférence, donc du coup, c'est pas, tu vois, c'est pas compliqué aujourd'hui, maintenant. Mais tu peux pas te rendre vulnérable à chaque conférence, sinon c'est fake. Tu vois. Ah ouais, c'est ça. Si à chaque fois dans une conférence je pleure au même moment parce que je raconte la même histoire, ça n'a pas de sens. Ah oui, ça s'appelle jouer la comédie pour le coup. Exactement. Moi je suis une artiste, mais sur scène en conférence je suis pas une comédienne. Mais c'est exactement la différence entre le comédien qui joue la comédie et le bon comédien qui incarne un personnage. C'est ça. Incarner un personnage quand on est comédien, c'est vraiment s'accaparer cette énergie du personnage. C'est pour ça d'ailleurs que chez certains comédiens, c'est extrêmement dur d'incarner un rôle pendant quelques mois pour un film et qu'ils ont des fois beaucoup de mal à remonter, à retrouver leur véritable identité parce qu'ils se sont tellement impliqués avec la justesse de cette énergie-là que du coup, ils savent même plus où se trouver, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que incarner un personnage, même si on fait de l'acting, c'est être vrai. C'est ce que beaucoup de gens, en tout cas dans mes accompagnements, ont du mal à comprendre dans l'aspect de la vérité. La vérité, c'est une énergie où dans l'instant, ce que tu vis et ce que tu incarnes est réel, est vrai. Et la vérité, ça se base surtout sur la justesse du moment, tu vois. Alors que quand tu fais style, c'est fake. Et je trouve d'ailleurs que de plus en plus de gens le ressentent quand c'est fake. Et ça, c'est cool. Ah ouais. Ouais. Disons que les gens en ont... au départ, ils sont attirés et oui. par ce qui brille.
tu vois. Et puis finalement, quand ils se rendent compte que la lumière est plutôt artificielle, ils ont tendance à aller vers des choses qui sont peut-être un peu plus sombres, qui brillent peut-être un petit peu moins, mais qui sont plus profonds. Ouais. Et tu parlais d'acting tout à l'heure. Je pense que le fait d'incarner un personnage, c'est d'arriver à pousser l'empathie jusqu'à son paroxysme. Exactement. À savoir que l'empathie, c'est t'arrives à avoir la capacité de comprendre le processus qui a amené une personne à ressentir telle ou telle chose. Et le fait d'être dans l'acting, tu vois, de représenter un personnage, d'incarner complètement un personnage, c'est d'arriver à comprendre le fonctionnement même de la personne que tu joues. Tout à fait. Et d'ailleurs, je l'explique dans mon livre sur le passage à l'école, tu sais, où à un moment donné, quand j'ai beaucoup fait de mimétisme pour imiter les gens, parce qu'il y avait des personnages comme ça réservés dans ma classe, et ça m'intriguait tellement et cette subtilité du personnage que j'arrivais à reproduire, donc pas du tout de mimique particulière, mais quelque chose qui est beaucoup plus subtil finalement. Quand tu arrives à le reproduire, il y avait des fois où j'avais l'impression d'être eux. Et c'était désarmant, parce que tu te dis, mais attends, je suis un vrai caméléon, je suis qui en fait? En fait, non, j'ai juste une profonde empathie. Et d'ailleurs, chez les humoristes, ça se voit. Les humoristes qui imitent les politiques, ou tu vois, autant au niveau de l'aspect vocal, autant au niveau des postures. Parce que pourtant, physiquement, donc, c'est-à-dire en apparence, il leur ressemble pas, mais par contre, tu vois vraiment qui c'est dans cette énergie qui s'accapare. Comme s'il se mettait dans la peau. Exactement. Et ça, c'est fou quand c'est bien fait. Et c'est là où la justesse, elle arrive. Et d'ailleurs, il y a même des humoristes qui arrivent à... Enfin, il y en a beaucoup, qui arrivent à te faire imaginer un personnage qui n'existe pas, donc invisible, et qui prend forme dans ton inconscient parce qu'il arrive tellement bien à dialoguer avec quelque chose d'invisible, finalement, que tu sais exactement l'énergie du personnage à qui il vient de donner vie, quoi. Tu vois ? Ça, c'est génial. Tu sais, Jeff Panaclock. Oui, qui donne vie à, je sais plus comment il s'appelle, le singe là. Finalement, le singe qui est pourtant une peluche devient un personnage à part entière, un être humain à part entière. Il donne vie à un second personnage qui est une extension de lui, tu vois, qui lui fait dire tout ce que lui, il n'ose peut-être pas dire, tu vois, mais ça devient un personnage à part entière et qu'on aime, alors que c'est juste une peluche. Alors, comme Alice nous parlait de culottes tout à l'heure, je vous propose d'écouter un petit bout de sa conférence stand-up qui parle de son grand moment de solitude. Le pire moment de ma vie. Alors, j'étais clairement à l'école le vilain petit canard au pull malabar, comme vous pouvez le voir. Les enfants m'adoraient, comme je vous l'ai dit, j'avais pas d'amis, mais je voulais que ça change. J'avais envie de faire en sorte que le sort s'inverse. Du coup, j'ai fait appel à ma tante Coco, juste avant la photo de classe. Coco pour Coco Chanel, parce qu'elle a un goût supposé être bon pour la mode, et on est revenu avec ça. Une jolie petite tenue, une jupette avec des petits nœuds fluo. La mode était restée, comme vous l'avez vu tout à l'heure, aux robes en tricot. Du coup, ça n'a pas eu l'effet escompté. Sauf que je lâche pas le morceau comme ça. Et j'ai voulu essayer de convaincre mes camarades. Je me suis mise à tourner sur moi-même. Et c'est là qu'ils ont pu remarquer que j'avais pas mis de culotte. Je venais de vivre l'un des plus grands moments de vulnérabilité de ma life. C'était pas beau. Pourtant, j'ai trouvé le courage de retourner à l'école le lendemain. Donc, c'était l'histoire de la culotte. Mon Dieu, mais quel grand moment, mon Dieu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la honte? Parce que je sais que ça fait partie aussi de ton expertise. J'ai découvert les travaux de Brené Brown, qui est une chercheuse en psychologie sociale dans l'université de Houston, au Texas. Et en lisant ces bouquins, je me souviens d'un moment où j'étais dans le bain. J'écoutais le livre audio. J'ai chialé tout le long d'un chapitre sur comment éduquer un enfant sans utiliser la honte. Ouais. Et je me suis rendu compte que mes parents, ils avaient fait tout l'inverse.
Ils sont nombreux. Et voilà. Ouais. C'est vrai, les petites phrases à la con, là, tu me fais honte, par exemple, ou arrête, tout le monde te regarde, tu vois, des petites choses comme ça. Et moi, j'ai été élevée là-dessus, entre autres, tu vois. Et en allant plus loin dans ces enseignements et dans ces recherches, parce que en bonne multipotentielle, et ben quand je découvre un truc, j'y vais à fond, tu vois. Donc j'arrête de manger, j'arrête de faire pipi, j'arrête de boire. Il n'y a plus rien qui existe sauf ça. Donc je vais à fond dans mes recherches. Et en allant à fond dans mes recherches, je me suis rendu compte que finalement, la honte n'a aucune frontière. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde a, à un moment donné ou à un autre, expérimenté de la honte. Non, moi jamais. Non, jamais. Même les aborigènes dans la Papouasie du Nord et du Sud vivent de la honte exactement comme nous. Et il y a plusieurs façons de se construire sur la honte. Soit on est comme qui dirait, on se construit de manière normale avec ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'on ne remet pas trop en cause ce que l'on est intrinsèquement. Ouais. Tu vois, des choses qu'on ne peut pas changer en nous, donc on les accepte. Et l'autre manière de se construire sur la honte, c'est de remettre en question ce que l'on est. Ouais. Tu vois, c'est la différence entre la honte et la culpabilité. C'est-à-dire que la honte, tu dis je suis une merde, tu vois, ou je suis pourri, je suis un être ou pas assez. Ou pas assez. Ouais. C'est je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intelligente. Tu vois, les femmes, on se construit énormément sur la honte. Et du coup, on essaye toujours d'en faire plus. Mais justement, est-ce que ça vient pas du fait que, d'un point de vue sociétal, tout simplement, tout ce que la société et le système dans lequel on évolue, il n'y a pas un moment où tu n'as pas ce sentiment de pas être suffisamment ou trop, ou tu vois, à tout point de vue, hein, l'école... C'est tout simple, c'est-à-dire que pour te vendre un truc, il faut que tu te rendes compte qu'il te manque quelque chose. On veut te vendre un shampoing, on se dit, t'as pas les cheveux assez propres. Ouais, c'est ça. Ou assez beau. Ou assez beau. Tu vois, donc tout. Ou tu manges pas assez bien, t'as trop de kilos. Tu vois, enfin, tout. Donc, on est dans une société d'ultra-commercialisation, je vais arriver à le dire, et forcément, toutes les publicités mettent en lumière qu'il nous manque quelque chose ou qu'on n'est pas assez complet si on n'achète pas un produit. Ouais. Donc on est dans une société où toutes les imperfections sont pointées du doigt. C'est-à-dire, t'as de l'acné, tu vas aller choper la crème anti-acné qui vient de sortir, machin, tu vois. Donc on essaye de gommer toutes les imperfections. Est-ce que tu penses pas justement qu'on essaye de gommer toute l'humanité ? Ah mais carrément. Hein, on est d'accord. Je pense que c'est pas fait délibérément. Ouais. Peut-être. Tu vois, j'en sais rien de ça. Mais en tout cas, c'est ce qui... On en arrive à une déshumanisation. Tout à fait. De l'humain. Et qui dit déshumanisation, là on touche vraiment le cœur de mon sujet, c'est-à-dire que pour pouvoir être violent ou critiquer quelqu'un, il faut lui enlever sa part d'humanité. On aime ou on n'aime pas Trump, mais le seul moyen d'en venir à dire Trump est un gros connard, machin, c'est de lui enlever tout son côté humain. Donc du coup, on va mettre en image plein de choses pour les déshumaniser. Tu vois, on va lui mettre une photo de carotte à la place de la gueule, tu vois, parce qu'il a tendance à être un peu orange. C'est tout ça, en fait. Et exactement comme ce fut le cas au moment de la Shoah, c'est-à-dire que les Juifs n'étaient plus humains. On leur a enlevé toute leur humanité. On a fait une déshumanisation. Et c'est comme ça qu'on en arrive à la manipulation de masse. Bien sûr. Tout simplement. On enlève une part de l'humanité à une personne pour ensuite pouvoir être violent avec. Tu vois, ou lui parler différemment, tu vois, c'est les pervers narcissiques aussi. Tu es une moins que rien, je t'enlève une part de ton humanité, je gomme tout ce qui fait de toi quelqu'un de sensible et d'humain, et comme ça je peux me servir de toi. Donc que ce soit intentionnel ou pas, on vit dans une société où on nous déshumanise de plus en plus. Tout à fait. Ouais. Tu vois, les femmes ne sont plus des êtres humains, ce sont des femmes qui doivent être comme ci, comme ça. Les hommes doivent être forts, doivent être comme ci, comme ça. Oui, puis ça fait des générations et ça fait des générations comme ça. Où les gens sont continuellement en souffrance. D'où le fait que je trouve que prendre l'artiste est très aidant parce que justement l'artiste, il est pleinement humain. Il accepte cette humanité-là, tu vois, il l'explore. Donc de toute façon, et il se fige surtout pas dans un trait de personnalité. Il expérimente beaucoup de choses de lui-même sans s'y enfermer, tu vois. C'est justement, c'est très aidant, je trouve, de fonctionner comme ça. En tout cas, moi, ça m'a aidé, c'est pour ça que j'en ressors ça. Mais parce que justement, c'est une permission à être humain.
de prendre l'artiste avec soi dans sa vie. Ce qui m'a aidé, moi, c'est de, justement, faire de mes imperfections des talents ou des forces. Exactement comme l'ont fait tous les artistes, finalement. Exactement. Et prends Freddie Mercury, les gens le traitaient de tapette, t'as des dents trop longues, machin. Et ça lui a donné une capacité vocale extraordinaire, une créativité énorme, tu vois. Il en a fait quelque chose. Et on connaît aujourd'hui Freddie Mercury pour toutes ses imperfections qui sont estampillées comme ça par on ne sait qui, on ne sait pourquoi. Mais il en a fait quelque chose de vraiment canon. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a aidé, moi, en termes d'artistologie dans ma vie personnelle, tu vois. mais ne plus pointer du doigt mes imperfections et au contraire voir si elles ne sont pas un moyen pour moi de créer ou de vivre les choses à ma façon plutôt que comme on aimerait que je fasse ou que je vive les choses. Et oui, c'est toute la différence entre emprunter sa propre voie et répondre à une demande sociétale, en fait, finalement. Et emprunter sa propre voie, c'est prendre en considération sa perfection et son imperfection, donc son humanité, finalement. Ouais. Et du coup, on en fait une singularité. Et chaque singularité qui se rencontre dans ce monde, c'est ce qui crée l'humanité, le monde. Oui, et puis la diversité. Oui, tout à fait. Ouais. Mais oui. Et c'est là où on va plus loin. On serait chier si on était tous pareils, quoi. Mais oui. Imagine, on habite tous dans un petit lotissement, on a tous un labrador crème, un mari, des enfants, 2 enfants, un garçon, une fille, tu vois, et puis la petite voiture qui va bien, un petit break, machin. C'est chiant. Alors justement, ça demande du courage d'emprunter sa propre voie et d'aller voir cette singularité que nous avons tous. En tout cas, de l'accepter et de l'accueillir. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à trouver ce courage ? D'accueillir cette vulnérabilité. Ouais. J'ai toujours, depuis petite, on m'a toujours donné le rôle de celle qui doit être forte pour tout le monde. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, j'ai été forte pour tout le monde, genre Wonder Woman, je suis... voilà, je tiens tout le monde, j'ai le dos large, tu vois, je porte un petit peu tout le monde, et puis jusqu'au jour où je me suis écroulée complètement. Et le fait de m'écrouler, les gens étaient en panique. Incapable de gérer le fait que moi je n'allais pas bien pour une fois. Et j'ai fait double burn-out, tu vois, grosse dépression, machin, et tu ne peux rien faire en fait. Mon corps avait lâché, ça a déclenché une fibromyalgie, tu vois, le mental n'allait plus, et soit t'as 2 possibilités. Donc j'ai fait la première, à savoir essayer de continuer malgré tout, donner le change, comme on dit, tu vois, en faire semblant. Ça n'a pas fonctionné du tout. Non, puis ça fait mal. Et ça fait semblant. encore plus mal, tu vois. Donc ça a explosé encore plus juste après. Et là, je me suis dit, bon, la seule deuxième option qui existe, c'est de lâcher prise. Je vais pas bien. Et d'assumer pleinement le fait de ne pas aller bien. Et de dire aux autres, là non. Là, je peux pas. Moi qui étais quelqu'un qui disait oui tout le temps, c'est-à-dire on m'appelait à n'importe quel jour, n'importe quelle heure, je répondais toujours présente, je faisais le maximum pour pouvoir aider ou soutenir les gens. Là, je me suis mise à dire non tout le temps. Et au final, ça m'a sauvé la vie. Parce que même si les autres étaient pas contents, tu vois, je suis passée pour la méchante, tu vois, parce que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un et que tu le reprends après, ils font la gueule, hein, les gens, c'est de la psychologie. Hein. Je connais très bien. Voilà. Et ça n'a pas été facile, mais c'était la seule possibilité en fait. Oui, sinon c'est soit ça, soit la mort. Hein, non, tu t'écroules. Ouais. C'est-à-dire que si le corps va plus, la tête va plus, il n'y a plus rien qui va. Si tu ne vas pas bien, tu ne peux pas aider les autres. Et si tu essayes, comme moi j'ai fait, en n'allant pas bien, de continuer à aider les autres... Et c'est toi que tu mets en péril. Tu crèves, quoi. Est-ce que tu penses que c'est intrinsèque à l'être humain que d'attendre d'être confronté à l'ultime danger pour pouvoir enfin emprunter sa propre voie? Alors, ce n'est pas obligatoire, forcément, c'est toi et moi. Oui. Mais c'est comme si c'était inscrit dans la mémoire collective. C'est-à-dire que je pense que l'être humain s'est mis en tête, s'est foutu dans la tronche que si on ne tombait pas, on ne pouvait pas se relever. Donc, pour se relever, il faut en passer par la case de « je tombe ». La souffrance. Donc, la souffrance qu'on apprend, tu vois. Où on fait des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend.
Ouais, moi je le vois plutôt sur l'aspect la souffrance où c'est très dans l'esprit catholique qui est très dans l'Occident finalement. Mais les religions en fait. Ouais. Tu vois, le fait de souffrir t'ira au paradis quoi. Comme s'il y avait une gratification de la souffrance. Ouais, tout à fait. Alors que non. C'est comme si le fait d'être heureux, toi, empêchait le reste du monde de l'être. Tu vois, c'est comme si tu piquais la place à quelqu'un alors que pas du tout. Mais surtout, en plus en France. Ça, c'est particulièrement français parce que tu vas aux États-Unis, c'est pas ça. Ouais. Tu vois, aux États-Unis, il y en a un qui fait 1 million de chiffre d'affaires, tout le monde se réjouit. Oui. En France, c'est comment il a fait? Oui, qui il a arnaqué? Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est très dur. Pourquoi c'est pas moi? Tu vois? Donc on se réjouit pas en France. Donc on a un peu l'aspect de dinosaure dans nos vieux schémas. Des milliards d'années-lumière Autant on a été novateur sur plein d'aspects, autant on est resté sur notre petit siège. On est jurassique, hein. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Tu vois, c'est comme si ta meilleure pote te dit « Oh, je suis enceinte !» Tu lui colles une baffe, quoi. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, quelqu'un réussit quelque chose, on le pointe du doigt, alors que au final, on devrait se réjouir. On devrait se réjouir pour lui, voilà. Tout à fait. Ouais, c'est clair. Et ce qui induit aussi que quand on réussit quelque chose, on a du mal à célébrer. Et oui. Tu vois, moi, c'est un truc, ça a été très difficile pour moi. C'est-à-dire que je réussis un truc, je fais un carton, j'ai une standing ovation sur scène, je ne me réjouis pas. J'attends de voir, on sait pas, hein. On sait pas, ça va trop bien, il pourrait m'arriver un truc sur le coin du pif, quoi. Oui, parce qu'en France, le fait on s'excuse. de célébrer la réussite, il y a une notion d'ego. Alors, moi je dirais que oui, d'un côté sur certains points, mais c'est toujours la différence entre le fond et la forme, parce que t'as des gens qui célèbrent, mais que c'est juste parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Et du coup, ça flatte l'ego de réussir. Quand t'as une vraie réussite, t'as pas besoin de flatter ton ego, mais par contre, tu peux célébrer en toute justesse, finalement. C'est-à-dire dans juste, c'est cool. J'ai vraiment, je suis contente, tu vois, je suis fière de moi. C'est un peu le... Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça veut pas dire je me la pète, ça veut juste dire c'est justement le deuxième effet qui se coule de la honte. C'est-à-dire que la honte, le premier effet qui se coule, c'est je ne suis pas assez, ou je devrais faire plus de ci ou ça. Le deuxième effet, c'est une fois qu'on a traversé un petit peu ce je suis pas assez et qu'on a travaillé dessus, c'est pour qui je me prends. C'est carrément ça. Ouais. C'est une fois que tu as réussi quelque chose, c'est si je le montre, si je célèbre, etc. Mais pour qui je me prends. Donc tu ne t'autorises pas à célébrer les choses ou à être satisfait de ce que tu as fait parce que tu penses ne pas en être méritant, tu vois. Et ça prend du temps de dépasser tout ça. Oui, une vie, des fois, mais c'est un chemin d'apprentissage. C'est vrai qu'en France, pour avoir beaucoup voyagé, toi aussi, il est temps que quand même ça avance, parce que c'est... qu'est-ce que c'est handicapant, je trouve. C'est à nous les premières. Oui, mais c'est ce qu'on fait. Bien sûr, c'est ce qu'on fait, mais c'est vrai que des fois, t'as juste envie d'ouvrir la fenêtre, de prendre un haut-parleur et de dire « Hé, réveillez-vous, on avance ou pas ?» Parce que là, il y a des gens qui souffrent, mais vraiment beaucoup, trop. Faut arrêter. On n'est pas assez à lutter. Oui, non, mais c'est vrai. Pour le bien-être des autres. C'est atroce. Et du coup, pour toi, c'est quoi la vision de la réussite ? J'ai pris le ticket pour la gloire. C'est lui qui tue les voyageurs. Les clous sur le banc des 35 heures. Bizarrement, tu vois, je vais dire un truc une phrase qui me vient en tête depuis quelques temps. Là, ça me trotte tout le temps dans la tête. C'est il vaut mieux échouer à quelque chose qu'on aime que de réussir à quelque chose qu'on n'aime pas. Mais tellement d'accord. Donc la réussite pour moi, c'est d'arriver à aimer ce qu'on fait. Si tu savais, alors chers auditeurs, partageons un petit moment Alice et moi, mais si vous saviez le nombre d'échecs, je cherchais le mot, si vous saviez le nombre... C'est dur à dire. Ouais, c'est dur à dire. Le nombre d'échecs que Alice et moi avons rencontrés, mais alors par contre, c'est des bons échecs. Des échecs, mais non, c'est mais plutôt des expériences, parce qu'en fait, on qu'on le veuille ou non, on est toutes les deux des chercheuses. Peu importe ce qu'on cherche, on n'a pas encore trouvé, et on trouvera jamais, j'espère pour nous, mais on est des chercheuses. Et quand tu cherches,
tu testes, t'expérimentes, tu essayes une formule, ça marche à peu près, ça marche pas, tu vois, tu recommences. Et du coup, je pense qu'on s'éclate à chercher. On s'éclate dans la recherche. Donc du coup, c'est pas des échecs. Certes, sur le moment, ça marche pas forcément, mais on a eu plein de trucs qui ont fonctionné aussi. C'est justement la notion d'échec au vu de la société. Exactement. Et que pour nous, c'est pas des échecs dans le sens où c'est des apprentissages et puis on étoffe qui on est et puis on est des expérimentatrices. C'est l'art de l'artiste, expérimenter. Carrément. Pour arriver à faire une belle chanson, il faut avoir vécu des trucs. Il faut que il y ait une profondeur derrière. Si tu chantes un truc que t'as pas vécu, personne va y croire. Si on se permet aujourd'hui, et le mot permettre est important aussi parce que mine de rien on a dû s'autoriser à se permettre de délivrer des messages, c'est parce qu'on les a vécus. On a manqué de légitimité à se dire parce que tu vois, le syndrome de l'imposteur, à se dire est-ce que je suis légitime ou pas de dire ce genre de truc ou non, est-ce que j'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité suprême, tu vois. On ne détient pas la vérité suprême, en revanche on a traversé un chemin. Et ce chemin-là, on l'a fait sur les genoux, tu vois, avec des moignons. On l'a fini, beaucoup mais l'image. complètement amorphe, tu vois, avec un 36 tonnes qui nous a roulé dessus. C'est pas grave, on a continué d'avancer, tu vois. On a traversé l'enfer, on est revenu, tu vois, on prend une deuxième petite couche, on est repassé, on est reparti. Et ce chemin-là, on l'a traversé et on est aujourd'hui peut-être capable de prendre la main d'autres personnes qui sont en train de vivre, de traverser ou d'essayer de mettre un pas devant l'autre dans ces chemins-là et de les accompagner là-dessus. D'où le fait que je trouve hyper intéressant qu'il va falloir, me semble-t-il, dès demain, Qu'est-ce qu'elle va sous-entendu dans le futur très proche, mais il va falloir que les gens osent plus se mettre à nu et partager leur expérience plutôt que de s'appuyer constamment sur des savoirs et des théories qui rassurent d'un côté pour aider les gens notamment, je pense à ça, mais qui ne sont pas suffisantes à mon goût pour accompagner réellement les gens. Ça, moi j'ai fait les deux. Oui, mais justement, t'as les deux. Tellement un syndrome de l'imposteur de ne pas avoir fini mes études de psychologie à un moment donné parce que il y a eu l'usine à la ZF qui a pété, etc. Donc j'ai pas pu continuer mes études de psychologie, donc je n'ai pas eu le diplôme. Et pourtant j'ai vécu 10 000 vies en une. On a un peu le même parcours, toi et moi, donc même si c'est complètement différent, mais c'était parallèle. On a eu une expérience de vie extraordinairement riche, mais je ne me sentais pas légitime de pouvoir accompagner les gens. Après, j'ai eu aussi une tendance à avoir un cerveau qui a besoin de nourriture constamment. Donc du coup, j'ai fait plus de 40 certifs de coaching, tu vois, pour pallier à un petit diplôme de psychologie que je n'ai pas eu. Mais du coup, j'ai les deux. Et c'est vrai que, très honnêtement, les 40 certifs que j'ai passés ne m'ont pas appris grand-chose. Dans le sens où c'est pas mon déco qui parle, mais tu les as vécus, je les ai vécus. Oui, mais oui. Donc ça a une dimension complète. Pour moi, c'est du bon sens en fait. Non seulement c'est du bon sens, mais en plus quelque chose qui s'incruste dans la tête, dans le cerveau, donc notamment les cours, les diplômes, la théorie, tu vois, et souvent un biais d'erreur quant au diagnostic qu'on fait avec les gens qu'on accompagne. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça n'est pas incarné, vécu, traversé par la personne. Et donc il y a un manque d'empathie et donc de lien humain finalement, et c'est ce qui manque aujourd'hui, je trouve, dans la spécialisation des accompagnements, et je trouve que c'est important d'y revenir. Et pour ça, tu vas être très aidante, parce que justement, il faut prendre l'artiste exactement, mais pour être artiste, il faut être vulnérable. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre à nu. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a vraiment besoin de revenir à cette humanité-là. Et on a vraiment besoin de revenir à la permission de commettre des erreurs. Ça, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est d'avoir l'impression que sous un diplôme, on n'en fait pas. Et on n'en fera pas. Et du coup, ça retire l'humanité. Alors que quand on partage nos expériences, donc il y a une mise à nu, il y a une vulnérabilité qui est mise en place, et ben on permet à l'autre aussi, déjà, de se mettre au même niveau que lui. On l'aide parce qu'on a traversé aussi ça, donc on peut le comprendre. Et au-delà de traiter l'humain comme un simple fichier ou un protocole finalement, et ben on revient
à l'échange humain. Et je pense que ce qui manque profondément aujourd'hui, c'est ce lien humain dans tout, mais dans tout. Hein. Dans la santé, dans la justice, dans tout ce qui compose notre société, y compris les relations personnelles. C'est vraiment ce qui manque, ce lien. Cette permission d'être à poil, tu vois. Cette permission d'être vulnérable, parce que sans vulnérabilité, il n'y a pas d'humanité. Eh oui, c'est ça. Il n'y en a pas. C'est tout simple. Si on essaye de gommer tout ce qui, d'apparence, pourrait faire de nous des êtres faibles, des êtres qui ont des émotions, qui passent par des moments de moins bien, des moments de mieux, des moments de profonde tristesse, des moments d'ultra bonheur, tu vois. Si on gomme ça, il n'y a plus rien. La vulnérabilité, c'est le socle, la source même de l'amour. Si tu veux être amoureux, comment tu peux être amoureux sans être vulnérable ? Quand on demande aux gens qu'est-ce qui rend le plus vulnérable, c'est l'amour. C'est l'amour, tu vois. Et sans vulnérabilité, t'as pas d'amour. Si tu trembles pas avec tes petits papillons dans le bide avant d'aller accoster le mec ou la nana qui te fait vibrer, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est d'oser avancer avec la peur. La peur fait partie de... La peur d'être à poil, la peur d'être vu, la peur d'être merdique des fois. Et c'est ça qui fait qu'on est des êtres humains. Ça veut pas dire qu'on va rester dans cette configuration-là. Ça veut juste dire que ce qu'on vit dans l'instant T, c'est ça. C'est dur parce que même si toutes les deux, on sait très bien que c'est ce qu'on s'inflige quelque part parce que c'est un peu un mode de vie. Hein. Enfin, c'est devenu même une philosophie, être à poil. Mais c'est dur parce que la majorité des gens qu'on peut rencontrer, que ce soit dans le secteur professionnel ou personnel, nous enferment. Et c'est vrai que moi, j'avoue, je ne supporte plus qu'on m'enferme parce que ça me retire mon champ d'expérience de mon humanité. Je supporte plus non plus. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens essayent de me coller une étiquette ou de me faire cadrer avec ce qu'ils ont envie que je sois, c'est ça. Je pourrais baffer. Je te parle en termes de mentor, tu vois. Il y a eu des gens qui se sont mis en tête de m'aider ou de m'apporter un petit coup de main ou de me donner des conseils. J'ai envie de les baffer. Parce que... Ils ne voient pas qui tu es. Ils ne voient pas la profondeur, tu vois, ou ce qu'il y a derrière. Et il n'y a que moi qui peux le voir. Il n'y a que moi qui connais les chaussures dans lesquelles j'ai marché, tu vois. C'est plus difficile pour soi d'être clair avec soi-même, tu vois. Des fois, on bute, on ne sait pas qui on est. Et on ne le saura jamais, complètement, je veux dire. Je fais une étude anthropologique de moi-même continuellement, tu vois. Et je pense que ça, c'est très, justement, intrinsèque à l'artiste. Ouais. C'est-à-dire qu'on se remet continuellement en question, on cherche, on fouine, on essaye on s'étonne soi-même, on s'étonne de s'étonner soi-même aussi, tu vois. Il y a plein de dimensions comme ça. D'un coup, on réagit d'une certaine façon, on se dit « Oh, mais pourquoi je réagis comme ça ?» Et si j'ai fait autant de certifs de coaching et de formation, c'était aussi pour essayer de comprendre, mais aussi d'expliquer pourquoi je suis comme ça. Je te rassure, j'y arrive toujours pas, hein, parce que la psychologie encore exactement comme on ne sait pas d'où vient l'univers et le Big Bang même est remis en question. En psychologie, c'est pareil, hein, on ne sait pas comment fonctionne l'être humain et on ne le saura peut-être jamais, même si on pense s'approcher un petit peu. Mais heureusement, on ne sait pas et on ne saura jamais. Mais je trouve passionnant, non pas de m'étudier moi, mais d'étudier la part d'humanité en moi. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, l'être humain, c'est bordélique. Il faut faire avec. Et il faut faire avec. On ne sait pas d'où ce qui ne veut pas dire se laisser aller on sait pas vers quoi. À tout et n'importe quoi. Ce qui veut juste dire d'accepter, c'est partie complètement paradoxale de nous-mêmes et que ça ne veut pas dire qu'on va y rester, ça ne veut pas dire d'aller... je pense notamment à la colère qui, chez moi, est quelque chose qui est très compliqué encore à accueillir. Et quand je suis en colère, je ne le vomis pas sur l'autre, tu vois. Je le prends en charge, en fait. C'est ça. Être des êtres humains, c'est être adulte, responsable de ce qu'on vit, et en même temps s'octroyer le droit de le vivre, que ce soit pourri ou que ce soit bien, tu vois. Tu sais, moi, j'ai été élevée par Yoda, c'est-à-dire que la colère... mène au côté obscur de la force. Donc du coup, de ma petite enfance,
que j'ai baigné dans la soupe Yoda très jeune, hein, de ma petite enfance encore peut-être l'année dernière, la colère c'était no way. C'est pas ça, possible. La colère c'est négatif, non. Et puis j'ai commencé à me dire que peut-être que le fait d'étouffer cette colère, mine de rien, ça a étouffé tout le reste des émotions. C'est-à-dire que le cerveau est très con, t'étouffes une émotion, il étouffe au final toutes les autres. Et ça, c'est justement un enseignement de la vulnérabilité en psychologie, hein. C'est prouvé scientifiquement. Le burn-out vient de là, donc tu essayes d'étouffer ou d'ensevelir une émotion qui ne peut pas être étouffée, parce que ça va aller chercher quelque part, hein, tu vois. C'est pour ça aussi que le corps, mine de rien, somatise. Et puis ça reste bloqué, surtout. Ça reste bloqué, et ça ne circule plus, tu vois. Les émotions ne circulent plus, ton corps ne circule plus non plus. Tu essayes de gommer cette émotion, tu dis la colère, non, c'est le côté obscur de la force, non, c'est pas pour moi, tu vois, non, surtout pas. Et au final, en réouvrant les livres d'histoire, tu te rends compte que si les esclaves ils s'étaient pas mis un petit peu en colère à un moment donné, on en serait toujours à l'esclavage, quoi. Si Rosa Parks, elle n'était pas restée le cul assise dans son bus, on n'aurait jamais retenu son nom, tu vois. Et la colère permet de poser des limites, en fait. C'est une émotion qui permet, et dans le corps, hein, c'est-à-dire que il y a un agglutissement, je sais pas comment on dit, de cortisol, qui fait que tu as une énergie qui est décuplée, exactement comme dans les moments de stress. Et si cette colère, cette énergie que ça t'amène, tu peux décider de l'utiliser comme tu veux. Et il y a des gens, effectivement, qu'on appelle sont pervers, hein, la perversion, la forme psy, hein, de la perversion. C'est-à-dire que tu ressens un truc, une souffrance, et tu as besoin, pour t'en libérer, de la décharger sur l'autre. Oui, c'est ça. C'est ça la perversion, en fait, en psychologie. Donc c'est pas exactement la définition que l'on a, nous, grand public. Mais dans la définition de la perversion comme ça, quand tu ressens de la colère, tu vas aller décharger cette colère sur l'autre. Tu vois ? On te dit, si tu es en colère, machin va faire du karaté ou va gueuler dans la forêt, tu vois. Donc moi, ça ne me correspondait pas. Donc j'ai eu testé, tu vois. Parce que justement, pour évacuer la colère, à un moment donné, tu as besoin de te mettre en colère. Pour récupérer et me réapproprier cette colère, j'ai testé toutes les techniques possibles et inimaginables de thérapie. Donc je me suis mise à acheter, tu sais, les balles de jonglage. À les balancer contre le mur, tu vois, pour essayer de pas trop faire de bruit pour les voisins quand même, parce que je m'étais un immeuble. Donc ça, c'est une technique psy, tu vois. Donc du coup, je me suis mis à balancer des balles contre le mur, sauf que c'était pas assez. En revanche, j'ai trouvé un autre moyen d'exprimer ma colère, c'est-à-dire que ma colère, j'en fais quelque chose de positif. Donc ma colère, je deviens activiste en fait, tu vois, d'un message que j'ai envie de porter. Et ce qui me met en colère, finalement, c'est la connerie humaine au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire que... La bêtise. La bêtise, c'est le non-respect des autres, tu vois, le fait qu'on se tape sur la gueule tout le temps au lieu d'essayer de discuter des choses. Tu vois, on évite plein de sujets qui deviennent tabous au lieu d'apprendre aux plus jeunes et d'essayer d'apprendre nous-mêmes à parler de ces sujets-là. Tu vois, on nous dit au repas de Noël en famille, il faut surtout pas parler de politique. Faut surtout pas parler de la SNCF, de religion, c'est même machin. Au-delà de ça, c'est qu'il faut surtout pas parler de soi dans la profondeur de ce qu'on vit. Exactement. C'est pire. À la limite, je dirais que c'est même la politique qui est ok, la météo. Parce que on parle de tout sauf de nous. Tu vois, aujourd'hui, c'est fou. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a changé. C'est-à-dire qu'on parle plus facilement de politique pour éviter de parler de soi. Oui, c'est ça. Ou de ce qu'on vit émotionnellement. Surtout pas, quoi. Plus. Ouais. Mais alors que moi, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, obligé de parler de politique. Avec le Covid, ce qu'on vit en ce moment, tu vois, on est obligé de parler de politique, on est obligé de parler de santé, on est obligé de donner nos opinions, etc. Les réseaux sociaux sont formatés pour ça. On donne nos opinions aujourd'hui. Beaucoup trop, mal, parce qu'on n'a pas appris à le faire. On n'a pas appris à respecter l'opinion de l'autre. Toi et moi, il y a des trucs sur lesquels on n'est pas forcément d'accord. Oui, mais on respecte. C'est ça, être adulte. Ben non, oui, c'est ça. Parce qu'on a l'intelligence et l'intellection d'essayer de comprendre. Oui, et puis de respecter, c'est ça pour moi, être humain, en fait. C'est respecter le chemin de chacun, tu vois. Ouais, carrément. Et ça n'entache en rien le tien. C'est pas parce que j'écoute ce que tu as à me dire, ou que tu vois les choses d'une telle manière, ou que tu es en train de vivre quelque chose qui, moi... je comprends pas,
que j'ai envie de te changer et que je te dis que c'est pas bien. On a un profond respect. D'ailleurs, toutes les deux, c'est ce qui fait aussi qu'on est amis. Pour ce que vit l'une et l'autre, quoi. La tolérance. C'est ça. C'est tout con, tu vois. T'as fait plein de vidéos là-dessus, je les ai likées là, sur TikTok. Mais c'est pas parce qu'il existe des homos sur Terre que ma vie va être moins bien. Et oui. Tu vois. Je suis moi-même homo en plus. Enfin, tu vois. C'est ça. Et du coup, j'arrive quand même aussi à me mettre dans les chaussures des gens qui sont homophobes pour essayer de comprendre. Tu vois. C'est comprendre et d'expliquer ce par quoi ils passent. Moi, j'ai étudié pendant 20 ans les serial killers, les tueurs en série. Je voulais comprendre, essayer, non pas de les excuser, mais essayer de comprendre pourquoi il y avait des gens qui prenaient plaisir à tuer d'autres gens, ou qui prenaient plaisir à faire souffrir d'autres gens. Parce que, en fait, j'ai l'impression, tu vas me dire si c'est ça ou pas, parce que moi, j'ai pas été autant dans ce champ d'études, même si j'y ai été quand même... Tu l'as vécu oui, aussi, j'ai vécu des trucs... Mais j'ai la sensation qu'en fait, il y a une certaine jouissance qui peut se positionner sur deux pans de l'humanité. Soit tu jouis parce que tu fais souffrir, soit tu jouis parce que tu rends heureux. C'est justement ce côté de la perversion. Tu vois, le fait de, quand tu vas pas bien, t'as deux façons de faire. C'est soit tu décharges cette souffrance sur d'autres, donc la voie la plus facile, ou tu choisis de faire autre chose avec ça, donc de faire le bien. Tu vois, c'est vraiment, depuis le début de l'humanité, c'est le côté lumineux, le mal côté obscur. Voilà. C'est ça. Il y a aussi un entre-deux, c'est-à-dire qu'on se fait souffrir soi, souvent, parce qu'on ne veut pas faire souffrir l'autre, donc c'est pas forcément une voie non plus très, très sympa pour soi-même, en tout cas. Mais il y a quand même une jouissance chez le serial killer. La jouissance, oui, et sexuelle et psychologique, dans la perversion, Tout à fait. En donc revanche, dans le mal, quoi. Ils n'ont qu'une notion de bien et de mal. Les serial killers ont la particularité physiologique d'avoir un petit morceau de viande dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale, qu'on a tous, qui est réduite. C'est-à-dire qu'elle est 18% en moyenne plus petite chez les serial killers que chez le reste de la population. Sauf qu'il y a des gens tout à fait normaux, qui ne sont pas pervers, ni narcissiques, ni serial killers, qui ont une amygdale aussi réduite. Donc il faut deux choses pour créer un serial killer. Il faut une amygdale réduite, donc c'est l'aspect physiologique de la chose, et aussi une enfance pourrie, c'est-à-dire une enfance où il n'y a aucun exemple d'empathie autour de soi. Ted Bundy, par exemple, c'est un exemple que je prends souvent en conférence. Il s'est rendu compte, il a appris, je crois qu'il avait 6-7 ans, que son grand-père était finalement son père et que sa mère était en fait sa sœur. Et tout le long de sa vie, donc sa petite enfance, il a pris des coups sur la gueule. Pas pour expliquer, oui, c'est ce que pas pour j'allais dire. Excuser, mais tu peux, avec une amygdale réduite, si tu as la chance de pouvoir observer de l'empathie autour de toi, terminé, tout à fait normal. Tu vois, dans ce qu'on appelle la norme, la névrose. Ouais, mais c'est ça, je pense que... Enfin, même dans les maladies, c'est un truc que j'ai observé, pour avoir fait une multitude de métiers, et puis rencontré beaucoup de gens, et puis même moi, de m'être étudié, j'ai la sensation que, justement, quand tu fonctionnes avec l'être profond, tout est rectifiable. Par contre, quand tu commences les bases en tant qu'enfant, avec zéro émotion, zéro permission à être, zéro tout ce qui fait l'être humain, finalement, et que ça, c'est tout brisé, plus tu avances, si tu as la chance de rencontrer des gens qui, sur ta route, vont réveiller quelque chose de ton humanité, et si tu as pas de chance et que du coup, ou en tout cas que tu y fais pas attention et que tu es vraiment trop éteint, c'est cette extinction qui fait que du coup, il se passe des choses perverses qui sont absolument ignobles. Et c'est ce qui fait l'atrocité humaine, d'ailleurs, zéro émotion. Et je trouve que c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui dans le monde, on permette aux gens de vivre ces émotions, quoi. Comme on le disait tout à l'heure, on est dans une société aujourd'hui qui déshumanise. Complètement. Et c'est tous serial killers. Le nid
pour la création de tout un tas de... Tu vois, on dit les pervers narcissiques, machin, c'est vachement à la mode, on en voit partout, mais il y en a de plus en plus. Bien sûr. Il y a de plus en plus de gens qui manipulent, qui essayent de faire preuve d'influence, etc. Il y a de plus en plus de robots. De tueurs, tu vois. Même si je n'exclus pas non plus que les informations aujourd'hui vont beaucoup plus vite que la musique. Donc du coup, on est beaucoup plus au courant des choses. Quand il y a un fait divers qui se passe, je sais pas où, moi, à Dijon, à Limoges, machin, on est au courant de suite. Ouais. Tu vois ? Donc les infos vont très vite. Ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge. Ouais. Tu vois ? Il fallait pigeon voyage. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est au courant. Mais et encore, c'était pas sûr. Oui, c'était pas sûr que ça arrive, tu vois. Il y a aussi le fait des recherches neuroscientifiques qui permettent de trouver des choses en plus. On avance beaucoup à ce niveau-là. Une société qui, aujourd'hui, cultive des comportements qui ne sont pas forcément... qui sont pas cool. On a toujours été... les humains ont toujours été violents. Oui. Mais tu vois, il y a eu des gladiateurs à l'époque. Ouais. On allait dans une arène voir des gens s'entretuer et on était heureux, on applaudissait les gens qui avaient tué d'autres personnes. Si ça, c'est pas un pervers au sens public, on l'entend, à moins la peur, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, certes, on n'a plus, en tout cas à ma connaissance, ce genre de spectacle show, mais c'est beaucoup plus caché. Tu vois ? Oui, c'est toujours là. Ça se passe. Ça. Et on l'a vu pendant le confinement, la violence, elle est plus intérieure. C'est-à-dire que on exprime la violence pas forcément au vu de tout le monde. Elle est beaucoup plus fourbe. Oui. Aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, et j'ai la sensation, pour être né en 1976, il y a un vrai comparatif dans le changement, dans l'espèce de tournant et de virage que l'humanité prend, je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité exprime. C'est-à-dire, c'est comme si tout ce qui était caché, et notamment #MeToo, notamment tout ça, qui se révèle un peu aujourd'hui, je trouve que c'est très bien que les gens arrêtent de se taire, de cacher, parce que du coup, le fait de cacher valide complètement la perversité, tu vois, enfin, ce truc tout poisseux. Il y a encore 20-30 ans, il y avait un pédophile dans la famille, il fallait se taire. Oui, c'est ça. Personne ne disait. Le mouvement MeToo, ça a permis, mine de rien, à plein de gens de s'exprimer. Alors malheureusement, ça a été déformé un petit peu en France, toujours pareil, avec le mouvement Balance ton porc, qui était un peu différent. Mais le MeToo, c'est vraiment, de base, l'empathie elle-même qui s'exprime. C'est-à-dire que j'ai vécu ça. Ah, purée, j'en ai marre moi aussi. De me taire, c'est parti. Tu vois, et peut-être qu'en racontant mon histoire, avec ce mec en particulier, peut-être que je vais arriver à trouver des témoignages de personnes qui ont vécu la même chose. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que les gens peuvent se retrouver chez les autres. Parce que moi, à l'époque, quand j'en parlais, franchement, on me regardait en me disant bah, pff. Alors qu'en fait, d'autres vivaient ça, mais ils ne voulaient pas en parler parce qu'il fallait se taire, fallait cacher. Et moi, tout ce que j'adore, moi, c'est la vérité. Même si elle fait mal, je préfère. Et je trouve que c'est chouette ce qui se passe aujourd'hui. Même si c'est violent quelque part. Parce que forcément, quand tu soulèves le tapis et que tu vois qu'il y a du caca dessous, eh ben, ça fait mal parce que ça sent pas bon. Mais au moins, ça permet d'avancer. Ça permet aussi d'avancer plus vrai. Et je trouve que ça donne aussi la permission d'être soi et de partager son parcours en toute vulnérabilité pour le coup. Bah, tu sais, c'est pas pour rien que les groupes de parole tout à fait, sont une thérapie. Mais tu vois, tu vas dans un lieu spécifique pour t'entourer de personnes qui ont vécu plus ou moins la même chose, avec qui tu vas pouvoir échanger. C'est une thérapie. Et le hic, c'est que souvent, quand il t'arrive quelque chose, ou que soit qu'il t'arrive quelque chose de grave, ou qu'il t'arrive une situation difficile, ou que tu vis un traumatisme, les gens pensent que c'est transmissible. C'est contagieux. Je pense pas que ce soit ça. Je pense, pour l'avoir traversé aussi, je pense que c'est surtout un refus de regarder la réalité du monde tel qu'il est. Les gens ne veulent surtout pas que ça leur arrive. Je sais qu'à l'époque, dans ce que j'ai vécu et traversé, le fait que j'en parle librement, parce que pour moi, la vérité est plus forte que tout, et ça ne me détermine pas en tant qu'être humain, c'est juste une étape que je passe qui est complexe, compliquée, extrêmement inconfortable pour le coup, mais j'ai aucun souci à en parler. Le seul truc, c'est que les gens, ça leur renvoie une violence du monde, et ils sont pas prêts.
Parce qu'ils vivent dans un cocon. Alors après, c'est vrai qu'on a beaucoup voyagé toutes les deux aussi. Quand tu poses les pieds sur des territoires qui vivent une réelle souffrance, pour le coup, c'est leur de quotidien. Survie, etc., oui, tu te rends compte, tu sors un peu de regarder ton nombril et tu vois qu'il y a une vraie souffrance dans le monde et qu'il y a des gens qui vivent des trucs atroces et que le monde n'est pas tout rose ou tout noir. Il y a vraiment les deux, quoi. Et vivre sa vérité, c'est aussi se confronter aux deux, tu vois. Ah oui. Et c'est vrai que des fois, partager son expérience, c'est pour ça que je suis ravie qu'aujourd'hui on puisse en parler librement, et en tout cas plus librement, et je trouve que c'est chouette pour le monde entier. Ok, on est prêt à grandir un peu plus aujourd'hui, parce qu'on est prêt aussi à se confronter aux réalités du monde. Le mouvement Black Lives Matter aussi, c'est au même titre que le hashtag MeToo, c'est on souffre là. Mais grave. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on souffre ? Et puis le pire, c'est qu'on a tendance dans nos systèmes, et ça c'est un truc qui me rend folle, c'est que les gens disent oui mais le monde a avancé. Mais non, le monde n'a pas avancé du tout. Il n'a pas avancé, il a avancé dans le faux semblant, parce qu'on a voté des lois, mais finalement les mentalités, dans la profondeur des gens, ça n'a pas bougé. La preuve en est, c'est qu'on en est encore sur des problèmes de race, de religion. On n'avance pas, finalement. Mais même dans le dev perso, dans le développement personnel, tu lis des bouquins de Marc Aurèle, de tous les trucs de stoïcisme, tu vois. Ouais. C'était il y a 2000 ans. C'était exactement les mêmes bullshit qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, il y a 2000 ans, avaient les mêmes problématiques qu'aujourd'hui, 2000 ans après, avec tout Internet, etc., on est toujours sur les 5 problèmes majeurs que vivent les humains. Ouais. Tu vois, besoin de reconnaissance, la souffrance, le couple, le professionnel. C'est exactement les mêmes choses. Et aujourd'hui, finalement, 2000 ans après, les coachs ne font que du copier-coller de ce qu'il y a dans les bouquins des stoïciens. C'est quand même ouf. Tu vois, on dit la société a évolué, machin. Non. Non, tu lis ces bouquins, mais tu partages des citations de Marc Aurèle, ça va parler à tout le monde. Oui. Parce qu'on n'a pas avancé d'un pélo. Alors on a avancé, il y a eu des avancées technologiques, on a avancé dans la recherche, etc. Mais au final, on a toujours le même crâne mental qui vit exactement les mêmes conneries. Et je pense qu'il y a une espèce de forme d'équilibre. Aujourd'hui, la violence, elle est différente, elle s'exprime différemment, mais je pense qu'on est toujours sur une forme d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a autant de beau que de pourri, et souvent, les gens ne veulent pas voir le pourri. Oui, c'est ça. Quand tu veux pas voir le pourri, tu le deviens, en fait. C'est-à-dire que tu deviens la personne violente et en manque d'empathie totale parce que tu refuses de voir ce que l'autre et ce que les gens vivent dans le monde. Donc c'est d'une violence sans nom. C'est très subtil, mais on est très violent dans notre manière de ne pas concevoir la violence. Tu vois, c'est ça qui est fou. Plus on se voile la face, plus on met de filtres sur notre réalité, plus la violence, elle persiste. Elle persiste. C'est une étude en psychologie sociale que raconte Robert Cialdini dans son bouquin Influence et manipulation. Mais l'étude n'est pas de lui, mais il la raconte dans son bouquin. C'est quand on a des supporters d'une équipe de foot, quand l'équipe gagne, les supporters vont dire « on a gagné ». Et oui, on le fait en famille aussi. Quand je parle de mon frère à ma mère, je dis « ton fils a fait des bêtises ». Et quand c'est mon frère et que je suis fière de lui, je dis « mon frère ». C'est très, très humain de faire ça. Et quand l'équipe perd, c'est « ils ont perdu, ces connards », tu vois. Donc on se désolidarise de l'échec, on se désolidarise de la faiblesse. Et comme tu le dis, exactement en famille, pareil, tu vois. Quand les chats font une connerie, c'est les chats de Sandrine. C'est les chats de ma compagne, c'est pas les miens. Donc on se désolidarise totalement de ça. Et je pense aussi qu'on se désolidarise de la part de nous qui est en échec. Ou qui a l'impression de rater quelque chose. Tu vois, c'est... Non, alors que moi, j'aime prendre les deux, mais toi aussi. On prend tout dans la gueule. C'est aussi l'artiste. C'est l'artiste, tu vois, exactement. Il on aime sa complétude. Les deux parts. Ouais, tout à fait. On est complet et aligné là-dessus, quoi. Eh ben merci ma petite Alice.
Enfin, ma grande Alice. Et alors, j'ai une dernière question à te poser avant de terminer cette interview et de partir vite avant le couvre-feu. Si je te donne une baguette magique et qu'elle te donne l'opportunité de réaliser un truc, une seule chose, en tout cas, ce serait quoi? Ah là là, il y a tellement de milliards de trucs. C'est la question méchante. Écoute, je pense que si j'avais une baguette magique et une petite fée, je lui demanderais de créer une discussion mondiale et internationale sur la honte. Que je pense que si on passait tous par le fait d'avoir des conversations difficiles, eh ben l'humanité se porterait vachement mieux. D'accepter, en tout cas, d'en avoir. Ah oui, d'accepter d'en avoir, tu vois. Ouais. Plutôt que de repousser tout ce qui va pas ou tout ce qu'on pense comme étant quelque chose de négatif, tu vois. Ouais. C'est la discussion qu'on a eue finalement tout le long de ce podcast. C'est accepter les parts d'ombre comme les parts de lumière et accepter d'en parler. D'en parler entre quatre yeux, comme là on est toutes les deux entre quatre yeux, on se prend un café, on boit une bière, peu importe, tu vois, mais on parle des choses. Vraiment, sans phare et sans y mettre de filtre outre mesure, tu vois. On parle des choses et en toute transparence. Ben, je pense que le monde se porterait vachement mieux. Est-ce que tu penses que les artistes sauveront le monde, du coup? Bah, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Merci beaucoup, Alice, d'avoir partagé ta vision avec cette générosité qui t'accompagne et que j'aime tant. Et je pense, et en tout cas j'espère, que ça parlera à beaucoup de gens et qu'on aura permis, au travers de ce podcast, à chacun de pouvoir se dire qu'ils ont leur importance, qu'ils sont qui ils sont et en tout cas qu'ils empruntent leur propre voie parce que c'est kiffant d'emprunter sa propre voie. Et de se découvrir. Merci pour toutes les valeurs humaines que tu véhicules. Tu sais combien elles me sont importantes. Et puis, on a les mêmes surtout. Ouais, c'est chouette. Non, franchement, merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver Alice sur alicecara.com. Son livre, c'est évidemment L'éloge de l'imparfaititude, pardon. Et puis vous pouvez la retrouver sur tous les réseaux aussi. Hein. Et puis j'ai oublié de te dire que vous avez le Hakacho premier samedi du mois. Voilà, 21h sur YouTube, en presque direct, dont je suis chroniqueuse et dont Alice est la grande présentatrice. Le Hakacho. C'est l'émission qui vous raconte des histoires. Et Malou, chaque mois, vous raconte une petite histoire sur un thème précis chaque mois. Donc, on s'éclate. Mais en tout cas, merci à toi d'être toi. Je t'aime, tu sais. Et je te fais des gros bisous. Tout pareil, je t'aime aussi tout plein fort, ma chère Malou. Merci. À très bientôt. À et très bisous vite. à tous tes auditeurs. Merci. Sur ces derniers mots, je vous dis à la semaine prochaine. Pour ne rien manquer des épisodes suivants, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. Vous pouvez également laisser un avis et partager ce podcast. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez également faire un don. Pour accéder aux masterclass ou tout simplement me contacter, vous trouverez les liens dans le descriptif sous ce podcast. Tous les services que je propose sont référencés sur mon site, lecomptoirdelartistologie.com. Quant à mon livre, il est accessible chez votre libraire préféré ou sur Amazon. Si vous préférez partir dans cette aventure immersive avec vos oreilles, sachez que l'audiobook est disponible. Je l'ai confectionné avec ma voix et tout mon amour. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous embrasse.